Rebonjour, je vous propose que l'on reprenne et que l'on continue avec la deuxième session du jour qui va être consacrée à l'accès à l'électricité et en particulier, on va discuter aussi des problématiques hors réseau. Alors, donc, on va dans l'heure 30 qui arrive. On va essayer de respecter les horaires aujourd'hui. On va donc discuter de l'accès au réseau et l'accès à l'électricité en général, commencer par un aperçu un peu du sujet, et ensuite on va discuter des données, donc savoir comment on les collecte, comment on les reporte, quels sont les indicateurs qu'on peut suivre. Et enfin, on discutera un peu plus des perspectives, donc à quoi la modélisation appliquée à l'accès à l'énergie peut servir, qu'est-ce qu'elle peut amener comme résultat. Mais comme souvent, je vous propose qu'on commence par une série de petites questions et sondages en ligne Menti. Donc, je vous invite à vous rendre sur le site www.menti.com ou à actualiser la page si vous y êtes encore. Alors, donc, on est toujours sur le même code que précédemment. Ça fait suite aux questions qui vous ont été posées par Gianluca sur la cuisson. Et bon, bah, très bien, je vois que certains ont déjà commencé à répondre. La question que l'on vous pose ici est, selon vous, quel est le taux d'électrification en Afrique subsaharienne, donc qu'on définit comme le nombre, la part de la population qui ont accès à l'électricité. Donc pour ceux qui rejoindraient maintenant Menti, donc il faut aller sur le site et entrer le code 6015905. Alors, donc pour l'immense majorité d'entre vous, le taux d'électrification est à 45%, soit 500 millions de personnes en Afrique subsaharienne qui ont accès à l'électricité. On va en discuter en détail, voir un petit peu les évolutions et les tendances région par région, mais c'est effectivement la bonne réponse. Alors, deuxième question, j'espère qu'elle sera un petit peu moins évidente. Aujourd'hui, dans quelle région du monde trouve-t-on le plus grand nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité? Je vous propose 7 régions, donc l'Inde, le reste de l'Asie, ensuite 4 régions africaines, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique de l'Est et Afrique australe, pardon, plutôt que Afrique du Sud, et enfin le reste du monde. Donc on vous demande de classer ces régions en partant de celles où il y a le plus de personnes sans accès à l'électricité à celles où il y en a le moins. Alors, je vous laisse un petit peu de temps parce que c'est vrai que ça prend un moment que de remplir la réponse à cette question.
pour l'instant, ce qui se dégage, c'est que selon vous, c'est en Afrique centrale qu'il y a le plus grand nombre de personnes sans accès à l'électricité, juste avant l'Afrique de l'Ouest. Alors, on va voir qu'on n'est pas très loin de cela. C'est en réalité en Afrique de l'Ouest qu'on compte aujourd'hui le plus grand nombre de personnes sans accès à l'électricité. Mais l'Afrique centrale est effectivement aussi une région qui contient beaucoup de personnes sans accès. Et comme vous le savez bien, en Afrique centrale, le poids lourd, si je puis dire, d'un point de vue démographique, c'est la RDC. Ensuite, on verra que sur l'Asie, notamment l'Inde, les choses ont évolué très rapidement au cours des dernières années. Merci pour vos réponses. Voilà, l'Afrique de l'Est serait en 3e position. Donc, on a bien un top 3 avec des régions africaines. L'Afrique australe, on le sait aussi, est une région aussi moins peuplée et avec des pays où l'accès à l'électricité est plus avancé. On pense évidemment à l'Afrique du Sud, mais aussi à d'autres pays de cette région. Alors maintenant, si on essaye de lier un petit peu le sujet de l'accès à l'électricité, non plus aux ménages, mais à des infrastructures communautaires et par exemple des centres de santé, selon vous, quel est le pourcentage de centres de santé qui n'ont pas accès à une électricité fiable? Est-ce que c'est plutôt 35%, 60% ou 75%? Alors, dans l'immense majorité, vous pensez que c'est 75%. Alors, pour bien répondre à cette question, il faudrait entrer un peu plus dans le détail et voir ce qu'on entend par une électricité fiable, quel est le nombre d'heures de disponibilité du service à partir duquel on peut dire que c'est fiable ou pas fiable. Mais en tout cas, dans l'étude sur laquelle s'appuie cette question, la réponse est un peu moins négative que ce que vous pointez. Et donc, on serait à 60% des centres de santé qui n'auraient pas accès à une électricité fiable en 2018. On va y revenir. Dernière question, quand on se projette et qu'on cherche les différentes stratégies pour atteindre l'accès universel, quelles sont selon vous les meilleures solutions? Et là, ce que je vous propose, c'est d'allouer un certain nombre de points. Je crois que vous avez 100 points à allouer sur 5 propositions. La première, c'est étendre le réseau électrique national. Deuxième, densifier ce réseau. Troisième, développer des mini-réseaux. Quatrième, des systèmes solaires domestiques, comme des kits solaires domestiques individuels. Et la cinquième, c'est une combinaison de tout ça à la fois. Alors, vous placez la combinaison de toutes les solutions en premier. Et puis c'est la réponse la plus prudente, puisque en effet, ça va aussi dépendre selon les régions. Toutes les solutions ne seront pas aussi pertinentes selon le pays dont on parle. Mais donc, oui, on voit en tout cas que face à ce problème, on aura certainement besoin de toutes les technologies, de tous les modèles possibles. Et ensuite, donc, vous positionnez en premier les mini-réseaux, suivi des systèmes solaires domestiques et de l'extension du réseau. C'est intéressant de voir que pour vous, la densification du réseau est un petit peu à la traîne. À nouveau, ça dépend beaucoup des situations. La densification du réseau, elle permet aussi de s'attaquer à des situations de population qui sont
sous le réseau, donc qui seraient dans des zones vraiment à proximité de zones où des lignes passent, mais qui n'ont pas la possibilité de se connecter et qui parfois, par ailleurs, peuvent recourir à des systèmes plus informels de connexion. Donc la densification, elle peut aussi répondre à cet enjeu, qui est peut-être plus un enjeu de fiabilité et de qualité de l'accès que de j'ai accès, je n'ai pas accès. Mais d'accord, bon, on va revoir un petit peu les avantages et les inconvénients de chacune de ces solutions. Merci beaucoup pour vos réponses. Je repasse à la présentation. Et on va pouvoir démarrer, peut-être en reprenant un petit peu de hauteur et en reparlant de l'électricité en général. Donc, Gianluca, Nicolas, vous en ont parlé lundi. La demande en électricité a beaucoup augmenté dans le monde et beaucoup plus rapidement dans la zone non OCDE que dans la zone OCDE. On est sur un triplement depuis 90 en moyenne, avec une hausse très forte en Afrique. Ça s'explique parce que la population augmente, le PIB augmente, il y a davantage de personnes qui ont accès à l'énergie, et aussi puisque ces personnes connectées ou qui disposent d'un accès à l'électricité, elles ont une consommation qui augmente avec davantage d'appareils électroménagers, par exemple, ou de téléphones ou d'équipements qui augmentent cette demande en énergie. Cependant, et c'est vraiment un point sur lequel l'Agence internationale de l'énergie communique beaucoup depuis près de 20 ans, c'est que on a en 2018 toujours près de 900 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité et donc qui, pour s'éclairer, vont utiliser des lampes à pétrole, des bougies, des torches à piles. Voilà, situation que vous connaissez certainement en RDC ou dans vos pays respectifs. Mais je voudrais juste m'arrêter pour dire que l'AIE, en tant qu'institution internationale, qui depuis 50 ans discute avec les ministres de l'énergie des pays les plus développés, qui peut discuter de la sécurité de l'approvisionnement en pétrole, qui peut discuter des futures technologies d'hydrogène et de tous ces sujets, eh bien, ça fait 20 ans qu'on pousse vraiment pour que le monde de l'énergie discute et regarde très en détail cette question des personnes qui n'ont pas accès à l'énergie. Et c'est notre directeur exécutif, le docteur Fatih Birol, qui, il y a 20 ans, quand il était analyste dans une des équipes de l'AIE, et un jour a vraiment posé cette question. Bon, parmi toutes nos données, parmi toutes nos statistiques, est-ce qu'on sait combien de personnes n'ont pas accès à l'électricité? Et en fait, on s'est rendu compte à 20 ans que personne, au niveau international, dans la communauté vraiment institutionnelle du monde de l'énergie, personne ne suivait cette information. Et donc, l'AIE a vraiment beaucoup poussé pour qu'il y ait une attention là-dessus. Alors, on n'est évidemment pas les seuls à en parler, et aujourd'hui, vous avez sûrement en tête ce que fait la Banque mondiale, le programme Sea4All, on a les ODD portés par l'ONU, mais l'AIE a vraiment essayé de mettre sur le devant de la scène cette problématique de l'accès à l'électricité. Voilà pour la petite parenthèse historique. Alors, pourquoi on parle d'accès à l'électricité? Autant, notamment dans ces instances onusiennes ou dans tous les débats sur le développement, c'est que l'ODD numéro 7 est vraiment, pour nous, un petit peu central. Et on a coutume de dire que c'est un peu le fil d'or qui relie ensemble beaucoup d'autres objectifs de développement durable, notamment le développement humain, la croissance économique, la durabilité. Autrement dit, si on n'a pas cet accès à l'énergie, ça va être très compliqué d'atteindre ces autres objectifs qui sont très liés. Et si on regarde plus dans le détail, eh bien, on a des liens avec les ODD liés plutôt aux questions économiques ou de développement humain, puisque quand on permet à des personnes qui aujourd'hui vont consommer tous les jours des bougies ou du kérosène, du pétrole lampant ou des piles pour des torches à piles, mais si on leur permet de remplacer cela par une solution moderne et propre comme une lampe solaire, eh bien, finalement, on leur permet de faire des économies, puisque l'investissement initial d'une lampe solaire va être amorti
en quelques semaines ou quelques mois, si tant est qu'on parle d'une lampe solaire de bonne qualité. Et donc, on va pouvoir libérer un petit peu de revenus des ménages qui va permettre aussi d'autres activités économiques. Si on pense à des plus gros systèmes, un kit solaire domestique ou évidemment le fait d'être connecté à un mini réseau, ça permet de prolonger la journée utile, d'ouvrir une échoppe ou un restaurant plus longtemps, d'attirer davantage de clients, d'avoir la lumière pour travailler. Donc, il y a vraiment un lien. L'énergie est un catalyseur du développement économique. Sur le sujet climatique, évidemment, on a bien en tête que parfois certaines sources de lumière utilisées actuellement sont émettrices de particules ou bien utilisent des combustibles fossiles. On peut penser aux générateurs diesel, aux lampes à pétrole. Et donc, si on remplace cela par des technologies propres, à nouveau des lampes solaires, des kits solaires, un réseau électrique qui distribue de l'électricité produite par des centrales hydroélectriques, comme c'est le cas en majorité en RDC, ben voilà, on a un gain sur les émissions et sur le climat qui est très important. Il y a des liens également quand on regarde la problématique eau, nourriture, énergie, où avec l'énergie, on peut améliorer la productivité agricole. Donc on peut penser à des pompes solaires, on peut penser à des petits outils de transformation, on peut penser à des outils de gestion de l'eau. Et donc ça a évidemment des impacts sur l'alimentation, sur la gestion agricole aussi. La santé, Gianluca en a parlé pour l'accès à la cuisson propre. C'est vrai aussi pour l'accès à la lumière, ou quand on cuisine avec un foyer 3 pierres, ou bien quand on a des lampes à kérosène, il va y avoir une pollution de l'air intérieur qui a des conséquences sanitaires désastreuses. Et sur la question des centres de santé, on en parlait dans les sondages, évidemment, des centres de santé électrifiés vont pouvoir offrir une meilleure qualité de service de santé aux populations. Et enfin, on y pense bien souvent, c'est l'éducation. On sait bien qu'avec des meilleures sources d'éclairage, ça permet aux enfants d'étudier davantage dans de meilleures conditions. Donc tout ça pour dire que vraiment, pour nous, l'énergie est un petit peu à la base de beaucoup d'autres éléments de développement. Bon, vous travaillez dans l'énergie, vous en êtes peut-être convaincu aussi, mais je voulais repartager un peu cette photo avec vous. Si on regarde un petit peu dans le détail et avec quelques, quelques points plus quantitatifs, vous connaissez peut-être ces graphes où on positionne la population avec accès à l'énergie en fonction du niveau de richesse, du PIB par habitant. Et on voit évidemment qu'il y a une corrélation. Plus l'accès à l'énergie est élevé, plus le PIB par habitant va l'être. Et donc, voilà, le fait d'augmenter l'accès à l'énergie va être un catalyseur de la création de richesses. Si on regarde la santé, et peut-être en écho à notre question dans le sondage, d'après cette étude qui a été menée dans 27 pays d'Afrique subsaharienne, on voit que c'était 60% des centres de santé qui n'avaient pas un accès fiable à l'électricité. Après, on voit qu'il y a des variations régionales très importantes. Au Kenya, la majorité des centres disposaient d'un accès via le réseau, alors qu'au Cambodge ou au Niger, la majorité des centres reposent sur des technologies hors réseau. Ça peut être un générateur diesel de secours, ça peut être un mini réseau ou des kits solaires. Mais donc, voilà, en plus de ces centres qui ont un accès, il y en a un certain nombre qu'on voit ici en gris, c'est 40% en Éthiopie, qui n'ont pas du tout d'électricité. Et pour ceux qui ont l'accès, parfois, il n'est pas fiable. Si on regarde les écoles, d'après une étude de l'UNICEF, c'est 50 à 60% des écoles qui sont sans électricité dans les pays en développement, ce n'est pas uniquement l'Afrique, avec à nouveau des variations très importantes. Dans la zone sahélienne et au Niger, c'est l'immense majorité des écoles qui ne sont pas électrifiées. On voit à nouveau, pour prendre le cas du Kenya, que le réseau est assez dense pour que la majorité des écoles aient un accès au réseau. Après, dans un pays comme le Myanmar, la Birmanie,
on a une part importante des écoles qui disposent d'un accès par du hors réseau. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail l'état des lieux des populations qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'électricité et comment ça a évolué entre 2000 et 2018, alors on voit qu'en Afrique, en 2000, on avait à peu près 500 millions de personnes sans accès à l'électricité et aujourd'hui, on est à un petit peu moins de 600 millions. On reviendra en détail. Pour le reste du monde, en fait, on a eu une diminution très forte, notamment en Inde, où on a atteint l'accès universel. Et dans le reste de l'Asie, on a également eu une diminution importante, c'est-à-dire des progrès et du développement de l'accès à l'électricité sur les dernières années. Et la conséquence, c'est que la part de l'Afrique dans le total des populations sans accès à l'électricité est de plus en plus importante. On est à 75% aujourd'hui. Et donc, c'est une problématique, celle de l'accès à l'électricité, qui est de plus en plus africaine. Si on regarde en détail les régions africaines, on voit que l'Afrique centrale n'est pas la première région. Donc, ce n'est pas. Vous aviez, vous aviez indiqué l'Afrique centrale. En réalité, c'est l'Afrique de l'Ouest qui concentre le plus de populations sans accès à l'énergie, suivi de l'Afrique de l'Est. L'Afrique australe vient ensuite, puis l'Afrique centrale. Voilà pour les différentes régions. Et si on regarde l'évolution du classement entre 2000 et 2018, on voit que c'était en l'an 2000, c'était l'Inde qui était le pays avec le pays et la région, on peut dire, avec le plus de population sans accès. Ce n'est plus du tout le cas. En revanche, c'est l'Afrique de l'Ouest qui est passée première. Alors, sur l'Inde, justement, peut-être ce qui est intéressant de voir, c'est que l'Inde a connu l'électrification la plus rapide de l'histoire de l'humanité, puisque il y a à peu près 600 millions de personnes qui ont gagné accès à l'électricité en Inde en un peu plus de 15 ans. C'est plus rapide que ce qui avait été fait en Chine entre les années 65 et les années 2000, puisque voilà, ça avait pris 35 ans également pour électrifier 600 millions de personnes. Et donc, quand on voit ça, on peut se dire, finalement, l'objectif d'accès universel à l'électricité pour l'Afrique, eh bien, il est réaliste, puisque ça avait connecté 600 millions de personnes, ça avait pris 35 ans à la Chine il y a un demi-siècle, ça a pris un peu plus de 15 ans à l'Inde sur ces 2 dernières décennies. On doit pouvoir y arriver pour l'Afrique en moins de 10 ans, parce que, ayant appris, les technologies étant plus abordables, il devrait être possible d'accélérer cela. Et puis, il y a déjà des très bons signaux d'accélération et de progrès. Si on regarde certains pays d'Afrique de l'Est, on voit que les taux d'électricité ont progressé très rapidement. Au Kenya, par exemple, début des années 2000, on était à 25% d'électrification. On est passé à 75%, donc un gain de 50 points de pourcentage en moins d'une décennie. Le Rwanda également est un exemple intéressant. Et donc ça signifie, ce sont les points bleus sur l'axe de droite, des dizaines de millions de personnes qui ont gagné accès à l'électricité. Alors, une autre manière de le voir, c'est de regarder vraiment ce fameux taux d'accès à l'électricité qui aujourd'hui est à 45% pour l'Afrique subsaharienne et dont on voit qu'il a augmenté continuellement depuis 2010, moins rapidement que d'autres régions, notamment l'Inde, comme on vient de le dire. Et si on regarde région africaine par région africaine, c'est en bleu l'Afrique de l'Est qui a connu la croissance la plus rapide sur les dernières années. L'Afrique de l'Ouest l'Afrique centrale, pardon, a un rythme d'augmentation qui est un petit peu plus stable et qui est plus faible, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est en Afrique centrale que le taux d'électrification est le plus faible, puisqu'on est un petit peu au-dessus de 20%, contre une moyenne pour l'Afrique subsaharienne à 45%. Et donc, on vous partagera ces présentations. Vous pouvez retrouver pays par pays les taux et le nombre de personnes qui n'ont pas accès.
Peut-être nos données les plus actuelles là-dessus, qu'on vous a déjà présentées plusieurs fois, donc je vais aller très vite, sont celles qui montrent que malheureusement, en 2020, du fait du Covid, le nombre de personnes sans accès a réaugmenté alors qu'on était sur une tendance de progrès depuis 2013. Et on voit que 5 pays concentrent la moitié des gens sans accès à l'électricité en Afrique subsaharienne aujourd'hui. La RDC étant le premier pays avec, je crois, il est estimé un peu plus de 75 millions de personnes qui n'auraient pas accès à l'électricité. Alors, on vous a déjà présenté beaucoup de chiffres justement sur ces populations sans accès ou avec accès. Peut-être que si on revient un petit peu en arrière, il faudrait se poser la question de quelles sont les définitions, de quoi on parle finalement. Et on verra que la difficulté dans ce sujet, c'est qu'il n'y a pas de définition très standardisée de l'accès à l'électricité. Pour une raison un petit peu simple, qui est qu'il existe différents usages, il existe différentes technologies. Donc, on sait que l'électricité, on peut en avoir qui provient de petites lampes pico-solaires qui seront toutes intégrées. On peut en avoir qui proviennent de kits solaires. Là, on est vraiment sur des objets qui offrent un service énergétique ou un service électrique de base, mais qui peut tout de même et qui de plus en plus permet de répondre aux besoins en éclairage, en radio, en recharge de téléphone, en réfrigération, en ventilation. Et ensuite, on bascule dans le monde un petit peu plus à proprement parler, vraiment du water, où on aura un fil électrique, un compteur, et qu'on aura une consommation électrique, qu'elle soit fournie par un mini-réseau ou par un réseau. Mais c'est vrai que les évolutions récentes dans ce secteur de l'accès à l'électricité, ça a vraiment été l'émergence de ces solutions stand-alone, ces solutions individuelles, qui permettent de répondre au premier service énergétique. La petite photo de la lampe que vous voyez, alors, elle a un panneau solaire qui doit faire 2 ou 3 watts, donc quelque chose de vraiment petit, c'est la taille d'un livre, et elle permet d'offrir un éclairage pendant des dizaines d'heures, elle permet d'écouter la radio et de recharger un téléphone portable. Donc, on peut tout de même parler d'un service énergétique qui répond aux premiers besoins et qui est intéressant. Ça, c'est quand on se place au niveau des ménages, des communautés. Quand on réfléchit à des usages davantage productifs, que ce soit pour l'agriculture, au niveau de l'irrigation ou de procédés de transformation, ou pour l'industrie, eh bien là, on voit que c'est plutôt à partir des mini-réseaux et du réseau à proprement parler qu'on va pouvoir répondre à ce développement. Mais en tout cas, en termes de définition, pour l'AIE, nous, quand on regarde les ménages, on considère qu'un ménage a accès s'il a initialement accès à des services de base, donc plusieurs ampoules pour la lumière, un téléphone, une radio, éventuellement un ventilateur ou une télévision, et que le niveau de service est capable de croître au fur et à mesure du temps. Donc pour être plus concret, notre périmètre vraiment dans ce qu'on considère comme étant dans l'accès commence au kit solaire. On considère que le pico solaire et les lampes solaires, quand bien même elles incluent une radio ou une recharge de téléphone, ont un niveau de service trop faible pour qu'on considère qu'un ménage qui aurait une lampe solaire a accès à l'électricité selon cette norme. Et alors, on repart un petit peu sur les tendances et sur les progrès pour dire que une fois qu'on s'est passé du point de vue de l'utilisateur et qu'on a regardé quel est le service énergétique dont il peut bénéficier, on a regardé quelle technologie permet de l'avoir, que ce soit une lampe solaire, un kit, un mini-réseau ou le réseau électrique. Il faut aussi se poser la question de quelle est la source d'électricité, quel est le combustible ou la technologie qui est derrière. Et là, on a fait par exemple une analyse où on voit que entre 2000 et 2012, les personnes qui ont gagné accès à l'électricité l'ont gagné alors, essentiellement par le réseau électrique qui repose sur plusieurs sources. Le charbon, notamment beaucoup en Inde et dans le reste de l'Asie du Sud-Est, mais également le gaz ou le pétrole.
Il y a également l'hydroélectricité. Donc là, c'est peut-être plus le cas en Afrique centrale, où les nouvelles connexions qui ont été faites ont permis à des populations d'avoir accès à l'électricité qui provient généralement de la génération par l'hydro. Mais on a également davantage de renouvelables modernes. Et quand on regarde une période plus récente, donc 2012 à 2015, on voit déjà que le nombre de personnes qui ont gagné accès à l'électricité a fortement augmenté. Il a presque doublé. Et on voit que les énergies renouvelables décentralisées, mini-réseaux, kits solaires domestiques, ainsi que le solaire photovoltaïque ou la géothermie, par exemple, ont joué un rôle plus important. Et en fait, c'est intéressant d'avoir cette réflexion, puisque quand on regarde nos objectifs de développement durable, il y a évidemment cet objectif de donner accès à l'électricité, mais on a également nos objectifs climat de réduction des émissions. Et dans le cas de l'Inde, je vous le disais, l'Inde a connu la plus grande électrification dans l'histoire de l'humanité et a permis à 600 millions de personnes de disposer d'électricité, mais ça a été fait principalement grâce à des centrales à charbon. Donc, c'est un bilan qui est un petit peu mitigé, puisqu'il y a des contreparties qui sont très négatives à cela. Aujourd'hui, avec les technologies en place, il est tout à fait possible, dans le cas de l'Afrique par exemple, de donner accès à 600 millions de personnes à l'électricité en reposant sur les technologies les plus propres, les plus modernes. On a parlé précédemment du solaire photovoltaïque, qui est un petit peu le nouveau roi qui est amené à exploser. On a évidemment l'hydroélectricité, et dans le cas de la RDC, le projet INGA avançant, ça offre des perspectives considérables pour toute la région. Donc, il n'y a pas d'opposition entre ces différents objectifs, climat et développement et accès à l'électricité. Il est possible d'aller dans une direction qui soit bonne à tous ces égards. Et ce type d'analyse permet un petit peu de réfléchir à ces notions. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de discuter un petit peu plus de chacune de ces solutions pour déployer l'accès. Donc, on a parlé du réseau électrique traditionnel, des mini-réseaux et des kits solaires. On va regarder un petit peu des enjeux pour chacun de ces solutions. Alors, le réseau, on sait que c'est évidemment la manière qu'on a utilisée jusqu'à présent pour offrir l'accès au plus grand nombre. Et donc, c'est cette approche infrastructure qui fonctionne très bien, qui pose qui a tous ses avantages et qui pose quelques enjeux. Je voudrais juste m'arrêter sur deux. Le premier, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui déjà, les systèmes électriques, notamment africains, font face à des défis de fiabilité. Il y a aujourd'hui beaucoup de pertes sur les réseaux. Et vous le voyez sur la partie droite de la diapositive. En moyenne, en Afrique, on est à 16% de pertes. C'est plus que la moyenne des pays développés, qui est à 9%. Et on voit que la RDC se situe pile dans la moyenne, donc fait beaucoup mieux que certains pays, par exemple l'Éthiopie, où le niveau de perte peut monter à 25%. Et donc ça, c'est un premier enjeu pour les réseaux déjà aujourd'hui. Donc il faut se poser la question, au fur et à mesure qu'on fait monter en puissance les réseaux, il faut étendre, mais en même temps s'attaquer à ce problème de perte. Il y a la question des coupures aussi, où là, on voit sur la partie gauche de la diapositive que d'après des analyses qu'on a conduites, il y a une part de coupure qui peut en RDC atteindre, je crois, à peu près 8%. Au Nigeria, c'est au-dessus de 40%. Et ça peut expliquer qu'on ait un recours à des générateurs diesel de secours. Donc là, le cas d'école, c'est le Nigeria, où sur une année, on a estimé qu'il y avait près de 20 TWh qui étaient générés par des générateurs de secours. À l'échelle de l'Afrique, on estime qu'il y a 40 gigawatts de capacité installée, ou équivalent de générateurs diesel. C'est autant que tous les barrages hydroélectriques du continent. Donc, c'est dire que ce recours aux générateurs de secours, il est très répandu.
Et donc là, ça veut dire que, en plus de, voilà, peut-être du fait des difficultés du réseau ou de l'accès à l'électricité en général, on a des personnes qui investissent, souvent en plus de manière complètement coupée de ce que fait, ou concurrentielle de ce que peut faire la Société nationale d'électricité. Donc on a un enjeu à adresser avec le manque de fiabilité du réseau électrique qui mène les gens à s'équiper en réseau, pardon, en générateur diesel. Pour prendre un autre exemple qui est celui de l'Irak sur lequel l'AIE travaille beaucoup, on estime que les revenus, l'argent dépensé pour des sociétés privées qui installent des générateurs diesel et vendent de l'électricité directement à des particuliers est plus élevé que ce que recouvre la Société nationale d'électricité à travers le réseau. Donc voilà, ce manque de fiabilité, il peut mener au développement d'un secteur parallèle, souvent informel, ou juste au fait que les particuliers et les entreprises s'équipent en générateurs diesel, ce qui a des conséquences assez importantes. Et alors, un autre enjeu par rapport au réseau électrique, c'est que atteindre certains ménages ou certaines zones qui ne sont pas connectées peut rester un défi très complexe. Donc, on a les populations qui sont sous le réseau, qui n'est pas forcément facile de connecter. Alors, la densification peut être une solution, mais vraiment, là, l'idée, c'est de s'attaquer à des gens qui sont à proximité de zones où des lignes passent, mais qui n'ont pas de connexion pour des raisons économiques ou autres. Et ça peut mener à des connexions illégales, à des branchements multiples sur un seul compteur, qui n'est pas toujours facile à gérer. Et par ailleurs, il y a des populations qui sont situées dans des zones rurales qui sont peu denses, pour lesquelles ça coûte très très cher d'étendre des lignes. Alors, je pense que la RDC est un cas un petit peu particulier où on a à la fois des populations très denses, voire des petites villes qui parfois sont complètement hors réseau, aussi du fait de la complexité du territoire congolais et de son étendue. Donc voilà, quelques réflexions sur les défis pour fournir un accès à l'électricité grâce au réseau électrique. Quand on regarde les mini-réseaux, pareil, c'est une solution extrêmement intéressante, mais qui pose aussi ces défis et des enjeux. Le premier, c'est un enjeu peut-être financier, où les CAPEX, donc les coûts d'investissement, peuvent demeurer aujourd'hui encore assez élevés pour développer un réseau. Des OPEX, donc des coûts d'exploitation, qui peuvent aussi être importants et qui sont parfois sous-estimés, notamment tout ce qui est opération et maintenance. Et en face de cela, des revenus ou des recettes qui sont parfois assez incertaines, puisqu'on peut s'adresser à des populations qui ont des capacités de paiement limitées. Alors évidemment, l'idée, quand on apporte l'électricité, c'est de permettre à ces populations de s'enrichir, puisqu'on va permettre d'alimenter des appareils, de favoriser des artisans, des petites industries, d'augmenter les rendements, par exemple, de la transformation agricole. Donc ça permet de générer de la richesse et donc de payer le juste prix pour ce service énergétique, mais ça peut prendre du temps. Et donc, certains opérateurs de mini-réseaux ont ces difficultés financières. Après, une manière d'y répondre, c'est aussi de ne pas laisser ce sujet uniquement au secteur privé qui devrait y arriver de manière purement autonome et privée, mais d'introduire de la subvention, d'introduire du soutien et de l'argent public pour développer ces mini-réseaux. Un autre défi pour les mini-réseaux, c'est celui de l'échelle, puisque en fait, généralement, chaque mini-réseau est un projet spécifique qui n'est pas standard, où il faut faire des études locales sur la production d'électricité. Donc, quel est le site sur lequel on installerait des panneaux solaires? Est-ce qu'il y a de la micro ou de la mini-hydro? Est-ce qu'il y a du micro-éolien? Quelle est la ressource disponible? En face, quelle est la demande, à combien de ménages on veut connecter, est-ce qu'il y a un anchor client, donc un client vraiment dominant comme une tour télécom ou comme un grand centre un communautaire, un hôpital, une grande industrie, une mine qui pourrait donc assurer une partie de la demande, mais comment les autres acteurs vont demander. Donc il y a tout ce travail d'études
qui généralement se fait au cas par cas, mini-réseau par mini-réseau. Et potentiellement, comme on parle tout de même d'une infrastructure, il faut, selon les cadres réglementaires, obtenir des autorisations administratives, puisqu'on vend de l'électricité, donc parfois on rentre vraiment dans le domaine, régalien ou public d'entreprises qui vendent de l'électricité. Donc il y a des cadres administratifs qui parfois peuvent un petit peu ralentir le déploiement de ces réseaux. Et enfin, il y a évidemment cette question pour les mini-réseaux de la planification. Il y a des acteurs privés qui souhaiteraient pouvoir développer des mini-réseaux, mais qui se posent la question, où est-ce que je vais installer mon mini-réseau? Et si jamais la Société nationale d'électricité, si le ministère de l'électricité déploie son réseau jusqu'à ma zone où j'ai installé mon mini-réseau, comment on va s'organiser? Alors, une réponse facile, ça pourrait être de dire eh ben, le mini-réseau est intégré au réseau national et donc c'est, dans le cas de la RDC, la SNEL qui reprend ce que fait l'entreprise de mini-grid. Une autre manière de voir les choses pourrait être de chercher à cohabiter et à ce que l'opérateur de mini-réseau ait des contrats pour l'opérateur national en permettant parfois d'équilibrer la demande, en ayant une offre peut-être de stockage. Voilà. Il y a beaucoup d'ingénierie et de choses à imaginer dans l'intégration des mini-réseaux avec le réseau national. Donc voilà quelques pistes de réflexion et quelques enjeux sur le sujet des mini-réseaux. Et si on passe au sujet des kits solaires domestiques, alors pardon, j'aurais peut-être dû commencer par mettre une photo de ces produits, mais vous les avez peut-être en tête. On parle d'un kit qui généralement est vraiment tout en un, donc on va pouvoir facilement trouver dans le commerce, avec un panneau solaire qui va alimenter une batterie indépendante connectée à des ampoules, des ports USB pour pouvoir recharger un téléphone portable, recharger une radio, recharger une torche, et aussi de plus en plus un ventilateur, une télé, un petit réfrigérateur. Et donc cette industrie a vraiment décollé sur les dernières années, beaucoup portée par des entreprises du secteur purement privé, généralement des startups technologiques qui sont allées vraiment développer des produits à moindre coût, mais de très bonne qualité, et qui ont permis d'accélérer les progrès technologiques. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, ces entreprises avaient proposé peut-être une petite lampe solaire à 5 dollars qui permet d'avoir 60 lumens pendant 5 heures. Et aujourd'hui, pour moitié moins cher, on a 2 fois plus de lumière, puisque les coûts ont diminué, les coûts des panneaux solaires, les coûts des batteries, puisque les technologies se sont améliorées, notamment les LED, pour avoir un meilleur éclairage. Et donc ça, on le retrouve à tout niveau. Et donc aujourd'hui, pour 500 dollars, il est possible d'avoir un système solaire autonome qui offre des heures et des heures de lumière, qui offre plusieurs heures de télévision, plusieurs heures de ventilation, avec notamment des business models, des modèles économiques qui permettent d'échelonner les paiements pour que les personnes n'aient pas à payer 500 euros d'un coup, mais puissent payer au jour le jour, donc selon les approches pay as you go. Et notamment, c'est beaucoup le mobile banking, donc les banques par téléphone, qui permettent cela, puisque maintenant, il est très très facile que le système soit bloqué ou bloqué à distance. Le client envoie un transfert de paiement de 1 dollar, et ben, son système est crédité pour un jour, 2 jours, et au bout de 1 an, eh bien, le système est complètement débloqué et il lui appartient. Bref, je m'arrête là, je pourrais en parler beaucoup parce que j'ai travaillé dans ce type d'entreprise, mais vous en avez beaucoup aussi en RDC qui se développent, voire qui travaillent directement avec le gouvernement ou avec des grandes entreprises comme Orange pour essayer de développer ces solutions. Donc voilà, vous voyez sûrement le sujet. Mais pour mettre en avant quelques enjeux ou quelques difficultés, euh, contrairement au réseau électrique, qui est vraiment la prérogative de la Société nationale d'électricité et du ministère, là, on parle vraiment d'initiatives plus privées
qui ressemble en fait à un business de vente de produits de consommation, comme on pourrait vendre des téléphones, comme on pourrait vendre des produits. Et donc, ça requiert de gérer des réseaux de distribution. Donc, c'est surtout des enjeux de réseau, de logistique, de comment on fait pour aller au dernier kilomètre, comment on fait pour assurer un service après-vente quand on a 1 million de clients qui ont chacun une lampe solaire, un kit solaire. Donc ça, c'est un premier enjeu. Et donc, ça coûte aussi de l'argent. Un deuxième, c'est ce que je mentionnais sur les technologies digitales. C'est peut-être un intérêt de cette industrie aussi et de ces produits, c'est que plus on vend des produits chers, plus on va essayer de les vendre à crédit grâce aux technologies digitales de mobile payment. Et donc, quelque part, ce qui est intéressant, c'est que ça va parfois permettre à des gens qui n'étaient pas bancarisés, à des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un compte en banque, bah, tout de même d'avoir un premier accès au crédit, d'avoir un historique de crédit, ce qui fait que s'ils ont prouvé qu'ils avaient été bons payeurs pour acheter une grosse lampe solaire, bah, potentiellement, ça va permettre à une banque de microfinance de s'appuyer là-dessus pour faire un autre crédit à la consommation. Et donc, ça permet de faire rentrer beaucoup de personnes qui étaient complètement hors du système bancaire, de rentrer par le système bancaire téléphonique, si je puis dire, mais potentiellement ensuite par la microfinance. Alors, pour finir, de vraies difficultés de ce secteur. Le premier, c'est celui du recyclage, puisque voilà, quand on fournit des systèmes autonomes, on fournit le panneau solaire, la batterie, les ampoules. Alors tout ça a une durée de vie qui est limitée. Et donc, il faut se préoccuper de que deviennent les produits après 5 ans, 7 ans, quand ils ne fonctionnent plus, pour éviter de générer beaucoup trop de déchets. Et enfin, là, on parle beaucoup d'un sujet dont se sont emparés des acteurs privés, qui bénéficient de soutien parfois de public, qui bénéficient d'investissements de la part d'acteurs du développement, mais qui restent sur une approche qui est une approche de marché, à savoir, je vais m'adresser à un foyer qui aujourd'hui dépense 1 $ par jour en kérosène ou en bougie, et je vais lui vendre une lampe à 10 $, voilà, pour remplacer ces dépenses-là, et je veux vraiment être sur une approche qui n'est pas celle du don, qui est celle de la vente, et donc sur une approche qui est purement commerciale. Mais on le sait bien, cette approche, elle n'est pas adaptée à tous. Si on pense notamment aux populations de camps de réfugiés, eh ben, on parle de populations qui ne sont pas, a priori, pas solvables ou difficilement. Donc, dans nos efforts dans les stratégies pour fournir l'électricité à tous, il y a des domaines pour lesquels le marché peut gérer tout seul avec des acteurs privés, mais il y en a d'autres où il faudra de toute façon davantage de soutien et d'argent public, par exemple. Et alors, peut-être pour faire le lien avec la question qui a été posée, euh, quelles sont les meilleures solutions? Comment fait-on pour atteindre l'accès universel? Alors, nous, à l'AIE, on est persuadé que il faut regarder pays par pays, mais que c'est une combinaison des solutions et des technologies qui permettra d'aller le plus vite. Et je souhaiterais juste mettre en avant un plan qui est celui du Togo, qui consiste justement à combiner les différentes solutions. Alors, peut-être pour remettre dans le contexte, le Togo, donc, alors je ne sais pas si on a des personnes du Togo dans la pièce, enfin, qui nous écoutent aujourd'hui, n'hésitez pas à intervenir si c'est le cas. Et donc, le Togo est ce pays d'Afrique de l'Ouest qui, qui d'est en ouest fait entre 50 et 100 km et qui du nord au sud va faire un peu plus de 800 km, il me semble, donc que vous voyez là, et qui aujourd'hui dispose déjà d'un réseau électrique conséquent, notamment avec une ligne haute tension qui traverse le pays du nord au sud. Donc, on pourrait très bien se dire, évidemment, il y a beaucoup de populations au Togo qui ne sont pas connectées, chez qui le réseau ne va pas, mais on pourrait très bien se dire, ayant cette ligne haute tension qui est un peu comme une dorsale ou comme la colonne vertébrale de ce pays, on pourrait très bien étendre un petit peu partout et tirer des lignes maximum, ce sera 25 ou 50 km, vu que le pays est assez mince. Et ainsi, on pourrait offrir à moindre coût l'accès à l'électricité à l'ensemble de la population.
Mais en fait, les analyses qui ont été faites montrent que ce n'est pas économique, que ça coûtera moins cher, ce sera plus efficace de reposer aussi sur des mini-réseaux dans certaines zones et dans d'autres zones sur de la distribution de kits solaires. Et donc, c'est la stratégie CISO, qui est une stratégie intégrée que le Togo a mis en place, qui vise vraiment à multiplier par 3 le nombre de ménages électrifiés par an. Et donc, la connexion au réseau, elle est gérée par le secteur public. Les mini-réseaux, ce sont sous l'angle de partenariat public-privé avec des opérateurs de mini-réseaux. Et les kits solaires domestiques, qui généralement sont une activité plus gérée par des entreprises qui finalement vendent des produits, de même qu'elles pourraient vendre des téléphones portables, elles vendent des kits solaires et elles les opèrent. Et là, dans ce qu'a proposé le Togo, c'est de mettre en place aussi un partenariat pour que ces opérateurs privés travaillent davantage avec le public et par exemple, communiquent les données sur les ménages connectés, sur leur niveau de connexion, pour que, du point de vue de l'État, on ait une vision d'ensemble et qu'on puisse savoir chaque ménage s'il a un accès par le réseau, par un mini-réseau ou par un système domestique. Et donc, les opérateurs privés sont rentrés dans cette démarche de partenariat avec l'État, même dans des cas de mesures d'urgence, comme ça a été le cas au premier confinement. Vous savez, il y a beaucoup de gouvernements qui ont annoncé l'électricité gratuite. Si je ne me trompe pas, en RDC, il y a également eu des mesures, que ce soit de la SNEL ou de la Régie des eaux, pour, de manière urgente, subventionner les factures d'électricité. Eh bien, au Togo, le gouvernement a également a également mis en place un système pour que les acteurs privés qui opéraient des systèmes, des kits solaires domestiques, offrent des mois de gratuité à leurs clients dans ce contexte d'urgence du Covid. Donc voilà ce qu'est une stratégie intégrée qui vise à utiliser chaque technologie. Et peut-être juste pour partager vraiment un témoignage du conseiller au niveau de la présidence de la République qui partageait cette expérience, il disait que politiquement, c'est très fort pour un représentant du gouvernement d'aller dans un village non connecté et de leur dire le réseau ne viendra jamais chez vous. C'est-à-dire que généralement, parfois, les annonces politiques vont un petit peu dans l'autre sens. On dit oui, on va vous apporter l'électricité, on va tirer des câbles, installer des poteaux pour apporter dans cette communauté l'électricité. Et bien là, on a l'État qui vient et qui dit non, on ne va pas vous apporter l'électricité sous la forme du réseau, mais on va mettre en place un autre dispositif, un mini-réseau opéré par un acteur privé, de la distribution de kits solaires domestiques, qui permettra aussi de répondre à vos besoins énergétiques. Donc c'est vrai que il y a une certaine audace politique derrière le fait de s'émanciper un petit peu de la promesse du réseau partout, comme on peut le connaître dans certaines zones. Alors, je fais une petite pause pour regarder s'il y a des questions à ce stade. Peut-être pour répondre à une question sur les déchets. Alors déjà, on peut réfléchir un petit peu à l'existant, que ce soit dans le domaine, dans le domaine de l'électricité ou dans d'autres. Aujourd'hui, quand un opérateur traditionnel, la SNEL, étend des lignes électriques et permet à des ménages d'avoir des compteurs, on n'a pas forcément, je ne sais pas dans le cas de la RDC, mais dans d'autres pays, on n'a pas forcément une politique qui permet de recycler les ampoules que le particulier va connecter à cette électricité ou les équipements électroménagers. Donc, c'est vrai que cette vision d'ensemble de l'électricité plus du service électrique, on l'a parfois plus quand on regarde une lampe solaire, puisque tout est intégré, que quand on a des électrons qui arrivent par le réseau et des appareils. Mais si on veut vraiment être holistique là-dessus, il faudrait avoir des politiques de recyclage sur l'ensemble de ces consommations et de ces appareils. Autre point, c'est vrai que dans d'autres industries, notamment les téléphones portables, il y a eu des tentatives qui ont été faites de recycler notamment les batteries.
et qu'il y a des difficultés. C'est vraiment très difficile puisque déjà, on n'arrive pas toujours à amener le produit aussi loin qu'on voudrait, mais alors à le faire revenir, c'est difficile. Et là, quand on parle des téléphones portables, on parle de produits qui maintenant sont très, très largement disponibles. Mais malgré ça, il existe très peu de filières de recyclage. Je pense que c'est vrai en Afrique, mais c'est également vrai en Europe. Je ne sais pas, Gianluca, ton témoignage personnel, mais moi, par exemple, j'ai dans un tiroir mes 2 anciens téléphones dont je n'ai jamais rien fait, que je n'ai jamais amené à un point de collecte, puisque ça existe peut-être, mais il n'y a pas encore de gestion généralisée et très démocratisée de ces déchets. Donc, il y a des politiques à mettre en place, il y a des actions, mais c'est sûr que c'est assez difficile. Et pour moi, ça ne devrait pas être une raison pour ne pas déployer des lampes solaires ou des kits solaires, par exemple. Et un dernier point peut-être sur, si on regarde l'industrie des kits solaires domestiques, à partir du moment où on est sur des produits un peu plus gros, donc le kit télé avec ventilateur, avec plusieurs points lumineux, on va de plus en plus être sur un mode de vente en pay-as-you-go, comme on disait, avec le fait que le client paye au fur et à mesure de son utilisation. Et donc ce client, il va être en relation avec l'entreprise qui devient presque un opérateur au quotidien. Et donc, à partir du moment où on a ce type de relation, il est beaucoup plus facile d'avoir un suivi. L'entreprise peut voir, par exemple, vous avez acheté un kit ventilateur il y a 2 ans. Là, vous voulez passer au kit télé. Vous me dites que la radio que vous avez n'est plus fonctionnelle. Bah, je la récupère. Moi, en tant qu'entreprise, ça m'intéresse parce qu'il y a sûrement des choses à valoriser. Et je vous en fournis, vous en vends une nouvelle. Donc, on a un petit peu cette capacité à faire du service après-vente ou du suivi produit par produit dès lors qu'on construit cette relation un petit peu d'opérateur, même si on est sur un produit qui est un produit individuel. Le vrai défi, je pense, c'est en effet plutôt sur les lampes solaires et notamment les lampes solaires de très mauvaise qualité qu'on peut trouver sur les marchés, qui ont une durée de vie très faible et qui vont être presque des produits jetables qui vont durer de quelques semaines à quelques mois, où là, on a généralement derrière pas des entreprises très impliquées qui chercheront à recycler leurs déchets. Donc là, à nouveau, la politique, le régulateur, le politique peut mettre en place des politiques à ce niveau, à commencer par essayer de limiter l'afflux de ces produits de contrefaçon ou de ces produits de mauvaise qualité. Alors, je continue parce que je vois que l'heure tourne. Et là, c'est une partie où, Gianluca, je vais te passer la parole dans quelques instants. On va parler davantage des données de l'accès à l'électricité. Alors, aujourd'hui, et ça va répondre à une des questions de Monsieur Louzinde, les données dont on dispose, c'est souvent des données binaires. Est-ce qu'un ménage est connecté? Est-ce qu'il n'est pas connecté? Et elles proviennent de 2 sources principales. La première, ce sont des sondages. Donc là, c'est plutôt un angle du point de vue de la demande. Et notamment, ce sont les enquêtes démographiques où des enquêteurs vont demander à des ménages quelle est votre source de lumière? Est-ce que vous avez l'électricité? Oui, non. Et donc là, la difficulté, c'est, comme pour chaque sondage, d'avoir des échantillonnages corrects, d'avoir de la fiabilité et de la représentativité. Et une autre source, c'est plutôt des données qui sont communiquées par le gouvernement. Donc là, c'est plutôt le point de vue de l'offre, puisque généralement, ça va provenir de la Société nationale d'électricité sur le nombre de connexions, le nombre de clients. Et donc là, il y a des enjeux plutôt de définition vraiment des termes. Est-ce qu'on parle d'un taux de couverture ou est-ce qu'on parle d'un taux d'accès des ménages? Est-ce qu'on essaye de voir les connexions légales ou certaines connexions illégales qui veulent quand même dire que des gens ont accès à l'électricité? Et donc, ces 2 approches sont assez complémentaires. Pour faire très simple, l'Agence internationale de l'énergie, on repose sur la deuxième approche, donc c'est-à-dire qu'on demande à chaque pays de nous faire remonter leur connexion, donc le nombre de personnes qui sont connectées. On invite les pays à regarder le réseau, mais aussi à avoir des données sur les gens qui disposeraient de kits solaires ou qui sont connectés au mini-réseau. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de méthodologie standard et uniformément approuvée. On travaille là-dessus pour améliorer cela.
Mais donc, il y a beaucoup de progrès pour mieux comprendre la réalité de l'accès à l'énergie pour les ménages. Côté demande, les sondages ont aussi leur avantage. Par exemple, on pourra mieux capturer le fait qu'il y a des kits solaires domestiques s'ils ont été vendus par des acteurs privés, alors que la Société nationale n'aura peut-être pas ces chiffres. Et la Banque mondiale a également une banque de données sur l'accès à l'électricité qui repose plutôt sur des sondages, alors qui sont actualisés moins souvent, mais qui permettent d'avoir parfois une vision plus proche du terrain. Donc voilà, deux approches complémentaires. Si on essaie de regarder à l'avenir ce qu'on peut faire pour améliorer, quelles peuvent être les nouvelles données, les nouvelles méthodes, eh bien, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de nouveaux sondages ou de capacité à mieux suivre les informations côté de l'offre. On aimerait évidemment avoir plus de données sur le type de connexion. Est-ce que ça vient du réseau, d'un mini-réseau, de Solar Home System, sur la qualité et la fiabilité de la connexion, combien d'heures d'électricité on a par jour, est-ce qu'il y a des coupures, à quel coût on obtient ce service énergétique, quelle est la légalité de ce système. Et donc ça, on pourrait le capturer à travers des sondages plus granulaires ou à travers vraiment des travaux assez, je pense, d'enquête et de recherche avec les fournisseurs d'électricité. Donc ça, c'est un axe d'amélioration que l'on regarde vis-à-vis des connexions des ménages, vis-à-vis des centres de santé, des bâtiments publics. Il y a aussi beaucoup de données à avoir. Généralement, on a quelques recherches, donc des gens qui font des thèses qui vont analyser cela dans quelques pays, comme les résultats que je vous ai montrés au début, mais on n'a pas encore une vision, je pense, exhaustive de ce sujet. Et pour donner quelques exemples, il existe des indicateurs qui essaient de mesurer le niveau de service, donc avec différents tiers sur la qualité de service énergétique dont on dispose. Pareil, ce n'est pas encore répandu universellement, ce n'est pas encore complètement adopté, mais ça permet d'avoir une meilleure compréhension. Alors, sur le réseau, on a évidemment des données, puisque les acteurs privés, parfois dans chaque pays, communiquent leurs données aux autorités, ou bien communiquent leurs données de vente et d'activité à leur association ou leur fédération. Mais on a aussi des dispositifs un petit peu originaux. Là, je voulais juste zoomer sur la Zambie, où un programme mis en place soutenu par la coopération suédoise, permet d'avoir une vision un petit peu en direct des connexions par mini-réseau et par kit solaire domestique, et donc de pouvoir suivre tout cela en lien avec le ministère de l'électricité et les actions que va mettre en place la Société nationale d'électricité. Donc là, on est sur une plateforme qui permet un petit peu de consolider toutes ces données. On a un petit peu la même chose au Togo avec le schéma que je vous expliquais. Dernière source de données et méthode de collecte de ces données d'accès qui sont très prometteuses, c'est les données géospatiales. Alors, on a les données de luminosité, le fait de pouvoir reconnaître des panneaux solaires installés, ou bien, à travers les cartes de réseau électrique, d'autres couches d'analyse géospatiale pour essayer de comprendre l'extension des réseaux ou en tout cas des sources d'électricité et les zones prioritaires où il faudrait le déployer et essayer de comprendre quelles sont les meilleures technologies. Alors, peut-être à ce stade, je te passe la parole, Gianluca, pour entrer un peu plus dans le détail sur l'aspect vraiment collecte, comme un statisticien de l'équipe statistique de l'AIE le considère. Merci Arnaud. Merci à tout le monde encore pour toutes les questions intéressantes. Donc, on va essayer de continuer la présentation avec les dernières parties. On va essayer d'être un peu concise, comme ça on peut parler aussi de la modélisation avec Arnaud dans les dernières slides et après, ça sera peut-être 10 minutes de questions. Hop. Ici on y est. Alors, donc, comme on a vu pour la biomasse, on voulait essayer de voir un petit peu qu'est-ce que sont les barrières. Je pense qu'Arnaud il a déjà bien mentionné un peu tous les différents barrières, problèmes qu'on peut avoir quand on essaie de collecter des données de l'électricité au réseau. Mais si on va voir rapidement notre liste, c'est notamment avoir un échantillon correct et représentatif parce qu'il y a des zones urbaines, des zones rurales, des zones qui sont plus loin du réseau, des zones
donc où il y a différents types d'accès, différents types de possibilités d'accès dans les futures années. Après, il y a aussi la difficulté à mesurer l'électricité au réseau. Parce que l'électricité sous réseau, vendue par les sociétés électriques nationales, comptabilise notamment l'électricité produite, l'électricité vendue par type de client, parce qu'il y a des transactions économiques détaillées. Par contre, quand on parle plutôt des mini-réseaux, des kits solaires domestiques, là, on perd un petit peu ce type de suivi, ou quand même le suivi, s'il est fait, il est plus décentralisé. Donc, on a aussi ce problème d'arriver à comprendre ces parties-là. Après, comme Arnaud l'a déjà mentionné, il y a aussi des données non disponibles, comme les pertes non techniques, par exemple, difficiles à tracer, que ça représente les vols directement sur le réseau électrique. Est-ce que ça c'est considéré comme de l'accès, par exemple, ou on ne le considère pas dans nos statistiques? Et aussi, c'est pour l'accès hors réseau, des mini-réseaux et kits solaires domestiques, comment est-ce qu'on va comptabiliser ça dans les statistiques énergétiques? Est-ce qu'on va comptabiliser l'énergie, donc la kilowattheure? Est-ce qu'on va plutôt parler des kilowatts ou des systèmes installés ou des personnes qui ont accès à ce type de technologies pour l'accès à l'électricité? Après, il y a des autres barrières qu'Arnaud, je pense, elle a déjà définies. C'est comment on définit notre niveau d'accès, c'est quoi notre accès initial avec lequel on va considérer qu'une personne a accès à l'électricité, donc un type de quantité d'énergie disponible. On a vu avec Arnaud que les lampes solaires sont exclues de ça. Après, il y a quel type d'accès on a. Donc, réussir à comptabiliser l'accès à l'électricité par type d'accès. Parce que souvent, on a des taux d'électrification, des pourcentages d'accès à l'électricité en global, mais on ne sait pas trop d'où ce type de données vient et comment c'est distribué par rapport à les différentes technologies. Est-ce que c'est du réseau, c'est du mini-réseau off-grid, donc hors réseau, ou c'est des kits solaires domestiques? Et après aussi, surtout pour les technologies hors réseau, et notamment les kits solaires domestiques, il y a des hypothèses à faire parce qu'on peut avoir notamment les données sur les ventes des équipements, mais combien cet équipement ils vont rester en fonction. Donc, il faut faire des hypothèses des fois dans la durée de vie, quand on a ces données de vente, et savoir pour chaque vente, pendant combien d'années cet équipement va rester dans les stocks de production d'électricité hors réseau, décentralisé. Les méthodes qu'on a, c'est un peu comme les autres qu'on a vues déjà dans les formations précédentes, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais on a les données administratives, les sondages entreprises et ménages, et aussi finalement l'estimation basée sur tous les différents données, informations qu'on a collectées précédemment. Pour l'électricité en particulier, aussi pour les mini-réseaux, on a les mesures in situ, donc on peut voir soit du niveau de consommateur, qu'il va prendre en compte sa consommation parce qu'après il va devoir payer des frais au vendeur, au distributeur de l'électricité, ou soit au vendeur d'électricité qui comptabilise l'électricité vendue à chaque consommateur pour après pouvoir envoyer des billes, des tarifs à payer. Donc, comme auparavant, il n'y a pas de recommandations, mais il y a des différentes méthodes qu'on a vues ici qui doivent être combinées pour trouver la solution la plus efficace dans notre pays. Ici, on a essayé de mettre dans un tableau tous les différents types d'accès à l'énergie ou d'électricité, donc le réseau national, et après les hors réseaux, mini-réseaux, système indépendant, et comment ça va être comptabilisé dans les statistiques ou avec les méthodes qu'on peut utiliser. On va commencer avec les sources de collecte des statistiques et on va voir pour chaque type d'accès son importance ou sa pertinence. Donc, pour les sources administratives, donc, par exemple, il y a des programmes de développement ou des commerces internationaux, par exemple, les ventes de certains types d'équipements. On peut voir que pour les zones nationales, ce n'est pas trop intéressant, mais pour les technologies au réseau, ça peut être très intéressant d'avoir des informations sur des rapports, par exemple, des programmes de développement et d'accès à l'électricité où c'est comptabiliser le nombre de systèmes
qu'on était distribué par rapport à ces programmes spécifiques. Après, il y a les données qui viennent des régulateurs et aussi de l'entité qui s'occupent du réseau de distribution et du réseau de transmission, des TSO et DSO, comme on dit en anglais. Et ça, c'est très important pour les réseaux, mais moins pertinent en effet pour les autres réseaux parce que ce n'est pas leur domaine d'activité normal. Après, on aura les sondages sur les ménages, donc les sondages plutôt quantitatifs pour voir la consommation en totalité, donc combien de kilowattheures sont consommés. Et ça, c'est facile, comme on a déjà mentionné pour l'électricité réseau, mais pour l'électricité hors réseau, c'est un peu moins pertinent, surtout quand on parle des systèmes indépendants, parce qu'il y a moins, ce type d'information est moins comptabilisé et moins facile à extraire des ménages. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a un kit solaire domestique combien de kilowattheures tu as consommé, parce qu'il ne sait pas trop. Par contre, on peut avoir des données qualitatives à ce point-là, où on peut demander, on peut savoir combien de systèmes sont installés, ou à une personne ou un ménage spécifique, on peut demander quel type de système a installé. Donc, une information plutôt qualitative, mais que ça peut être très important pour le calcul de l'accès à l'électricité et aussi l'estimation des besoins en énergie. Après, il y a les sondages dans les entreprises ou les stations industrielles où on peut récolter pas mal d'informations, surtout par rapport à la vente d'installation des systèmes si on parle de réseau, parce que là, on aura des entreprises, comme on parlait avant en Nord, qui vendent par exemple des kits solaires domestiques et qui peuvent nous fournir le nombre de kits solaires domestiques, par exemple, distribués chaque année dans chaque région, dans chaque pays. Après, il y a les mesures et la comptabilisation, comme on a vu déjà avant. Ça peut être intéressant pour les mini-réseaux et pour les réseaux, mais un peu moins, ou pas trop pertinent en effet pour les autres types de systèmes indépendants. Et il y a aussi notamment des autres sources, comme des études, des rapports. Et finalement, on a nos modèles, nos estimations qu'on peut faire. Et ici, il y a deux exemples. Si on fait des modèles en n'utilisant pas beaucoup de données en input et avec que des hypothèses, où ce n'est pas trop recommandé parce que nos résultats vont être très fortement faussés et vont pouvoir nous ramener à avoir des informations pas proches de la réalité. Et donc, le mieux, c'est, quand on fait un modèle d'estimation, c'est surtout avant d'utiliser ou développer, s'ils ne sont pas disponibles, des données de qualité, à moins qualitatives. Après, je vais essayer d'être un peu plus rapide sur la prochaine slide. Ici, similairement, on a fait une analyse, par contre, sur quoi on doit reporter pour chaque type de système. La capacité, la production. Pour le réseau national, of course, on a envie de savoir l'énergie produite, mais par rapport à les kits indépendants, donc les kits solaires, on n'est pas trop intéressé à savoir la production, on va plutôt s'intéresser à le nombre d'appareils, comme on peut voir plus auparavant. Et par rapport à la consommation, par contre, parce qu'on parlait de production avant, on est intéressé un peu à savoir pour les réseaux, pour les mini-réseaux, etc., mais pas trop intéressé. En effet, ce n'est pas trop pertinent non plus essayer de suivre la consommation exacte en kilowattheure par les lampes solaires, par exemple. Il y a des autres données aussi, par exemple, le nombre de mini-réseaux en opération. On a des données par rapport à les mini-réseaux et les capacités en kilowattheure ou mégawattheure qui sont installées dans chaque type de mini-réseau. On a aussi des informations sur l'état du mini-réseau, s'il est toujours en fonction et s'il est fermé, et plus en utilisation. Donc ça, c'est des informations autres, mais qui sont très importantes, surtout si on n'a pas accès à des informations directes. Et des fois, c'est difficile, surtout au niveau de notre côté, au niveau international, essayer de comprendre dans chaque pays le nombre de mini-réseaux qui sont toujours actifs, le nombre de mini-réseaux qui sont plus actifs, en se basant sur des vieilles données. Donc, avoir des données qui sont toujours mises à jour, surtout sur leur réseau aussi, c'est une information qui peut être très importante pour vraiment comprendre où on est en accès à l'énergie par la partie hors réseau, qui, comme on a vu aujourd'hui, c'est la plus compliquée à mesurer. Finalement, où reporter par rapport à les bilans énergétiques, on a vu donc les statistiques un peu plus officielles, et on a vu cette semaine beaucoup comme les reporter et quelle méthodologie on peut utiliser pour transformer nos données un peu plus
physiques et données énergétiques. C'est important de savoir que l'électricité sur le réseau, elle est toujours reportée. C'est facile à reporter, mais elle est toujours dedans. Par contre, souvent, aussi les mini-réseaux ne font pas partie des statistiques nationales, ils ne sont pas dans les bilans énergétiques, même si ils commencent dans certains pays, certaines régions à avoir une importance qui devrait être prise en compte. Et c'est important, quand ils sont reportés, les mini-réseaux, si possible, de les différencier un peu dans les bilans, dans les statistiques de l'électricité sur réseau, pour après pouvoir utiliser ces données, faire des analyses informées sur le type d'électricité de qui on est en train de parler. Donc, par exemple, on a une colonne qui parle électricité sur le réseau et une colonne qui nous dit électricité hors réseau, production photovoltaïque, etc., etc. Et après, nous donnera la consommation aussi. Par contre, par rapport à les systèmes indépendants, c'est pas très intéressant et très compliqué de suivre aussi. Donc, il n'y a pas tout à fait d'importance d'essayer de traduire le nombre de kits solaires en kilowattheure et après les mettre dans un bilan énergétique. C'est important par contre de savoir que ces personnes, ils n'ont pas l'accès aujourd'hui. Donc, si un jour, quand on connaît l'accès à l'énergie, si un jour ces personnes vont avoir l'accès, c'est important de le savoir parce que pour la planification, on doit augmenter notre production d'électricité hors réseau, dans les mini-réseaux, ou dans aussi le réseau national. Pour calculer par contre l'ODD7, donc l'indicateur de développement durable d'accès à l'électricité, le 7.1, on a besoin de pas mal d'informations et surtout, on a besoin aussi des informations sur les kits solaires domestiques. Sur les lampes solaires, comme on a vu, il y a un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas encore si dans ma définition, on va l'inclure ou pas. À l'AIE, on n'inclut pas les lampes solaires, mais il y a peut-être des autres définitions qui peuvent vouloir mettre et prendre en compte certains types de lampes solaires qui peuvent permettre à les gens d'avoir un accès à moins à l'éclairage de qualité. Après, il y a des autres types de diffusion, par exemple des plateformes de diffusion publique, où on peut mettre les nouvelles connexions, le nombre d'équipements distribués, une carte nationale géographique du réseau électrique, avec aussi le mini-réseau bien expliqué. Il y a, pour certains pays en Afrique et certaines régions, il y a des cartes en ligne très intéressantes où on peut trouver des informations sur le mini-réseau, une information que c'est très utile, comme on disait, à être utilisée plus tard pour des analyses. Cette slide, c'est la même qu'on a vu ce matin auparavant, c'est comment on va faire les estimations et comment est-ce qu'on va, avec toutes les sources, utiliser pour avoir des estimations sur l'électricité hors réseau. Ce matin, on a vu pour la consommation de biomasse. C'est très similaire, en effet. Par exemple, on va faire des sondages de ménages pour connaître les types d'accès ou les appareils connectés. Donc, la consommation, on va voir les sondages des entreprises pour voir les ventes de systèmes indépendants. Et on va mettre toutes ces informations-là dans notre modèle d'estimation avec des hypothèses, par exemple, sur la durée de vie des mini-réseaux, des kits solaires domestiques, etc., etc. Et ça nous va donner comme output notre indicateur ou notre statistique énergétique qu'on recherchait. Maintenant, je laisse à nouveau Arnaud vous expliquer un petit peu comment à l'AIE on modélise et on fait nos projections sur l'accès à l'électricité. Merci beaucoup. Oui, merci Gianluca. Alors, je vous propose qu'on dépasse un petit peu la session d'aujourd'hui, mais juste de 10 minutes. En 2 minutes, je vous montre juste quelques éléments sur la modélisation, mais on en reparlera beaucoup la semaine prochaine. Juste pour préciser, en fait, à quelles questions on peut vouloir répondre quand on fait des projections, quand on fait la modélisation du secteur de l'accès à l'électricité. Alors, il y a différentes approches. Il y a une approche qui est plus déductive de à quoi ressemblera le futur, où en serons-nous en 2030 selon certaines hypothèses, selon certains choix politiques, selon certaines évolutions technologiques. Donc ça, c'est une première démarche de modélisation. Une deuxième, c'est de faire un scénario normatif qui est de dire si en 2030, on veut avoir atteint l'accès universel, quel est le chemin qu'il faut emprunter dès maintenant. Ça, c'est un peu les deux grandes familles de projections. Et donc, concrètement, à quelle question on peut vouloir répondre? Eh bien, il y a évidemment cette question du nombre de personnes avec ou sans accès. Il y a, en lien avec cela, la question de la demande en électricité. Donc, une fois qu'on a dit que ces gens sont connectés, combien d'électricité vont-ils consommer? Et donc ça nous fait poser des questions sur le type de service énergétique que ces personnes auront.
Et quand on a la demande, il faut essayer de mettre en regard l'offre et de se dire comment les capacités de génération électrique vont augmenter pour répondre à cette demande, quel sera le portefeuille de solutions, quel sera le type d'énergie. D'autres informations qu'on peut avoir à l'issue de ces exercices de modélisation, c'est les investissements. Quels seront les coûts pour développer ces infrastructures, pour développer ces technologies, et aussi d'autres informations sur les impacts, les émissions de CO2. On pourra aussi estimer beaucoup de choses par rapport à tous les co-bénéfices dont on a parlé plus tôt sur le fait d'avoir l'électricité. Voilà, je m'arrête là sur un petit peu cette introduction sur la modélisation et peut-être en transition pour tout de suite répondre à une question qui a été posée par Monsieur Luzinde. Merci beaucoup, Monsieur Luzinde, pour toutes vos questions et vos contributions dans nos échanges. Donc, vous nous demandiez quelles sont les raisons, quelles sont les hypothèses utilisées par l'AIE pour affirmer que le nombre de personnes qui n'a pas accès à l'électricité en RDC a augmenté avec la crise de la Covid. Alors, ça fait référence à cette diapositive qu'on vous a montrée plusieurs fois sur le fait que la population sans accès à l'électricité réaugmente en 2020. Alors, premier point, elle réaugmente en 2020 à l'échelle de l'Afrique. On n'a pas forcément dit qu'elle réaugmentait en RDC. Ce qu'on disait, c'est que quand on regarde la photo aujourd'hui, la RDC, avec d'autres pays, sont parmi ceux qui concentrent le plus de personnes sans accès. Alors, comment on va faire ce type d'exercice? Et donc, à nouveau, ce n'est pas une affirmation pour la RDC, c'est plutôt une évaluation globale. On va regarder sur les dernières années quelles ont été les tendances. Donc, on va regarder comment a évolué le taux. Une première chose très très simpliste qui consisterait juste à projeter dans le futur ce qu'on a vu sur le passé en termes d'évolution du taux. Après, on peut se dire que derrière le taux d'accès à l'électricité, en fait, il y a deux informations. Il y a la population et il y a la part de la population qui est connectée, autrement dit, les nouvelles connexions, les efforts que mettent en œuvre les opérateurs pour étendre le réseau, connecter davantage, ou des acteurs privés. Et donc, si on sépare un petit peu ces deux points, les projections de démographie ou l'évolution de la démographie, ça, on peut le connaître. Alors, ce ne sont pas des choses que l'AIE produit, hein, ça va être les Nations Unies, population, statistiques, etc. Et donc, on va pouvoir faire des calculs en disant que si on sait dans un pays qu'en 2018, le taux d'accès à l'électricité était de 20%, que aucune nouvelle connexion n'a été mise en œuvre, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun déploiement de nouvelles lignes, qu'il n'y a eu aucun nouveau mini-réseau qui s'est installé. Donc, on peut imaginer que d'un point de vue de l'offre, finalement, il n'y a pas augmentation. Et donc, quand on regarde la population, elle a augmenté. La population qui n'était pas connectée a augmenté, et donc ça fait autant de personnes en plus sans accès à l'électricité. Mais il y a aussi une population qui a dû augmenter dans les zones connectées, voire une population qui s'est déplacée de zones non connectées à des zones connectées. Et donc, on essaye un petit peu de faire des estimations avec ces éléments pour voir comment les choses évoluent d'une année à l'autre. Mais voilà, ce sont des choses qui sont vraiment perfectibles et qu'on sera ravi de discuter plus en détail avec vos experts pour fiabiliser au maximum ces analyses. Gianluca, n'hésite pas si tu veux répondre à certaines questions. J'en vois juste une de Monsieur Olivier Bingana, qui est: quel est l'avenir des centrales thermiques en milieux ruraux, en RDC, du fait de l'approvisionnement irrégulier en produits pétroliers? Donc effectivement, c'est un petit peu un point faible de ces centrales thermiques qui vont être dans des zones reculées où l'approvisionnement en produits pétroliers est complexe, il peut être à risque et il peut être très coûteux. Peut-être juste pour partager une anecdote personnelle, moi je suis un petit peu rentré dans ce domaine de l'énergie parce qu'il y a moins de 10 ans, je travaillais en Afghanistan, qui est un pays de base très reculé
très montagneux et un pays enclavé. Et j'étais dans une province reculée où on gérait des centres de santé. Et le premier poste de dépense avant le salaire de tous les personnels de nos centres de santé, c'était le kérosène pour les groupes électrogènes dans chacun de ces centres, puisque plus le centre est reculé, plus ça coûte cher d'amener le kérosène. Donc évidemment, c'est une difficulté importante qu'on rencontre dans beaucoup de contextes. C'est là où les mini-réseaux à partir de solaire, par exemple, peuvent avoir des avantages très forts, puisque une fois qu'on a amené l'infrastructure et l'équipement, eh bien, la ressource énergétique, le soleil, elle est présente localement. Donc, ça peut tout à fait être une bonne solution. Évidemment, le soleil ne brille pas 24 heures sur 24. Donc, ça nécessite parfois d'avoir soit un dispositif de stockage, soit un complément avec d'autres énergies, soit une hybridation, par exemple, avec un générateur diesel qui prendrait le relais plutôt à la tombée du soir. Mais donc, on ne peut pas se prononcer sur l'avenir de ces centrales en RDC, c'est vraiment pas notre rôle à l'AIE, mais c'est sûr que ce type d'équipement pose des défis et qu'à l'avenir, on en voit d'autres qui ont des avantages technologiques, notamment les mini-réseaux solaires. Il y a des questions intéressantes, Arnaud, peut-être tu veux développer un peu. Moi, j'ai commencé à la mentionner un peu et commenter. Une question pour Abderrahmane Mane qui demande si on peut comptabiliser dans l'accès à l'électricité les zones rurales et isolées qui ont accès qu'avec 4 ou 5 heures par jour. Je pense que ça dépend beaucoup de la définition qu'on a d'accès à l'électricité. Et peut-être, Arnaud, tu peux, si tu sais exactement la définition utilisée par l'ODD 7, moi, je ne l'ai pas clair s'il y a 4 heures, 5 heures d'habitation, ça rentre dans l'accès à l'électricité, mais il faut toujours regarder la. Oui, alors comme on le disait, il n'y a malheureusement pas de définition standard, universel et très très stricte de cela. Donc c'est un effort qu'on essaye de porter. Vous avez vu ces derniers jours avec Gianluca et Nicolas et Julia que sur d'autres sujets des systèmes énergétiques, bon, c'est assez carré, on sait très bien comment comptabiliser les choses. Aussi parce que ça fait beaucoup plus longtemps que l'univers énergétique collecte des données sur les importations de pétrole, sur la production d'électricité à partir des centrales, sur le nombre de personnes qui ont accès ou pas. Ce sont des indicateurs un peu plus récents, donc il y a encore beaucoup de travail en cours. Ce qui est sûr, c'est que face à ces difficultés et au fait qu'il y ait différentes sources, plus on a d'informations, mieux c'est, et plus cette information peut être précise. Gianluca parlait des métadonnées, c'est-à-dire quand on a un chiffre, de bien décrire ce qu'il y a derrière. Donc aujourd'hui, si certains pays sont en capacité d'intégrer ou de collecter des données sur des personnes connectées à l'électricité grâce à des acteurs informels et qui permettent d'être à un niveau de plus de 4 ou 5 heures, c'est des données qu'il est important de partager et de faire remonter. À nouveau, peut-être qu'un autre pays ne le comptabilisera pas de cette manière. Donc ça, c'est plutôt sur l'approche offre, où ce sont les données qui remontent au niveau du gouvernement et qui sont partagées ensuite à des acteurs comme l'AIE. Mais par ailleurs, quand on fait des sondages, et c'est pour ça que c'est complémentaire, cette personne, ce ménage qui est connecté par un acteur informel et qui a 4 ou 5 heures de lumière par jour, bah, il pourra peut-être donner cette réponse dans le sondage. Et donc, le sondage pourra capturer en fait le fait que ce ménage est connecté à l'électricité. Tout à fait. En effet, en sachant, en ayant plus d'informations, les métadonnées, comme disait Arnaud, on peut après comprendre de qu'est-ce que se trate. Si ces personnes ont accès avec un kit solaire domestique, on sait que ce ne serait pas un accès complet 24 heures sur 24 avec connecté télévision, portable et tout ça. Donc, c'est bien d'avoir des informations supplémentaires. Et dans le cas des kits solaires domestiques, on parle vraiment de plus en plus d'un secteur privé, mais d'une industrie qui se structure, qui cherche à discuter et à dialoguer avec les autorités, donc qui sera tout à fait intéressé pour partager des informations. Je crois savoir qu'en RDC, il y a
il y a un programme du secteur privé ou une association du secteur privé pour l'énergie décentralisée qui est en lien avec Elan, si je ne me trompe pas, et discute avec tous ces acteurs. Donc, ça paraît possible que de collecter ces données. C'est sûr que quand on est dans le domaine de l'informel avec des acteurs qui vont juste spontanément acheter un générateur diesel et revendre à leurs voisins, c'est beaucoup plus difficile de capturer ces données. Mais en tout cas, pour les mini-réseaux et pour les kits solaires domestiques voilà, d'un certain niveau technologique, là, je pense que de plus en plus, on a les bons interlocuteurs en face pour échanger et collecter des données assez régulièrement. J'ai vu, il y a une question un peu moins liée à ça sur les torbes qui ont été découverts dans la République démocratique du Congo. En effet, si je ne me trompe pas, c'était découvert en des sources plus grandes du monde en torbe. La torbe, c'est une source énergétique pas fossile, mais même pas biologique, comme on peut dire les arbres, parce que c'est des substances organiques relativement jeunes par rapport à les fossiles qui sont stockées sur le sol et qui aujourd'hui peuvent être utilisées de façon énergétique. En effet, dans certains pays, notamment dans le Royaume-Uni, sont utilisés pour certains besoins industriels. Historiquement, ils étaient utilisés encore plus et pourraient satisfaire certains besoins. Par contre, je ne pense pas que c'est quelque chose à conseiller d'être utilisé dans les ménages parce qu'on revient après, si on utilise la torre pour la cuisson, on revient quand même à des problèmes de la cuisson propre. Par contre, à niveau industriel, c'est une source que le Congo a trouvée qu'il pourrait utiliser, en tenant en compte quand même que ça représente ça du carbone stocké, donc des émissions de carbone qui étaient dans l'atmosphère, elles étaient stockées là dans la torbe, et si on commence à les brûler, on est en train quand même d'émettre des émissions qui étaient bien protégées sur le sol. Ça à prendre en compte au niveau climatique aussi. Je ne vois pas beaucoup d'autres questions, Arnaud. Je ne sais pas si tu voulais conclure avec quelque chose. Sinon, on peut quand même inciter tous les participants à nous contacter pour ce sujet d'accès à la cuisson propre, accès à l'électricité, et aussi à le sujet lié de le biocombustible et l'électricité au réseau. On est tout à fait prenant et comme on a vu, c'est des sujets un peu non fait compliqués. Donc, aussi, si vous avez des idées ou de façons que vous avez utilisées ou de méthodologies pour résoudre ces problèmes de comptabilisation, surtout au niveau de la biomasse ou des systèmes au réseau, on est très intéressé pour voir les solutions que vous avez trouvées, aussi les soucis que vous voudriez résoudre. Peut-être qu'on a vu dans certains pays des solutions intéressantes qu'on pourrait vous proposer. Oui, tout à fait. Donc, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Désolé d'avoir débordé de 15 minutes. Merci beaucoup, Gianluca. Alors, pour vous annoncer un peu plus le programme de la semaine prochaine, je vous envoie dans l'après-midi les présentations et les exercices qu'on travaillera la semaine prochaine. Donc, en commençant par lundi et mercredi, à nouveau 9h, 9h midi, heure de Kinshasa et de Paris. On va vraiment rentrer dans le domaine de la modélisation et de la planification. Donc, cette semaine, on a plutôt parlé des statistiques, des données historiques, et c'est évidemment le préalable pour commencer à vouloir faire des projections pour pouvoir regarder vers le futur. Si on ne sait pas où on en est aujourd'hui et d'où on vient, c'est impossible de regarder vers l'avenir. Et on n'insistera jamais assez sur le fait que sans bonnes statistiques, sans bonnes données historiques, on ne peut pas du tout essayer de faire des projections et des plans. Donc c'est vraiment pour ça que cette formation a été conçue à lier beaucoup les données et les exercices de planification, de modélisation. Donc pour vous en dire plus, lundi, on va avoir 2 sessions. Une première un petit peu générale d'introduction, mais avec des exercices aussi qui expliquent un petit peu les mécaniques de la planification. Et ensuite, on va aborder plusieurs sujets. Lundi, en deuxième partie, on regardera en détail le secteur résidentiel, donc à la fois les ménages et les services, pour voir comment on peut chercher à estimer la demande future en énergie de ce secteur.
que ce soit en électricité ou en d'autres types d'énergie. Et mercredi, on fera une session sur la modélisation du secteur de l'électricité. Donc, comment on peut anticiper les nouvelles centrales à installer, comment on peut opérer les différentes centrales, comment on peut intégrer davantage d'énergie renouvelable variable comme le solaire dans un mix électrique. Et en deuxième partie, mercredi, on discutera plus de l'approvisionnement en combustibles fossiles. Quelle sera la demande future en produits pétroliers, en gaz, comment on peut anticiper la production, et donc on parlera un petit peu plus du secteur des hydrocarbures. Voilà, à nouveau, dans l'après-midi, on poste sur YouTube la vidéo d'aujourd'hui avec le lien vers les présentations. N'hésitez pas à les re-regarder ou à les partager avec vos collègues. Gianluca, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, non, tout à fait d'accord avec tes conclusions. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez aussi travailler sur certains domaines des données énergétiques. Nos équipes seraient très intéressées de vous aider et coopérer pour développer de nouvelles statistiques ou améliorer les statistiques existantes si besoin. Merci beaucoup encore. Merci à tous pour votre participation. Très, très bonne journée et bon appétit.